nous avons deux spécialistes aujourd'hui de la finance islamique qui vont continuer avec nous ce programme qui va faire un focus sur le Maroc. Alors nous avons avec nous le docteur Abdelrahman Lehlou, que vous connaissez tous très bien ici au Maroc, avec des antécédents dans le monde de l'éducation, l'université, les écoles supérieures, mais aussi secondaires, des publications aussi littéraires et une histoire assez conséquente au niveau de l'historique de la finance islamique au Maroc, puisque un des membres fondateurs, aussi secrétaire général de l'ASMESI, et une série d'autres initiatives, et aujourd'hui CIO fondateur de la société de conseil ici à Casablanca, Abouab, qui va d'abord nous, avant de passer la parole ensuite à M. Abdelrafi Al-Ma'taoui de Finalliance, qui est expert comptable, pour nous parler sur la gouvernance des futures banques participatives ici au Maroc. Donc le docteur Abdelrahman Lehlou va d'abord nous parler du cadre réglementaire et peut-être rappeler un peu les différentes étapes que nous avons suivies ici au Maroc pour aboutir finalement à la loi qui a été annoncée aujourd'hui. Excusez-moi, je voulais juste m'excuser. Donc le représentant de la Banque centrale se sont excusés. Si Mohamed Qirat s'excuse, vraiment, il était là ce matin, mais il n'a pas pu nous rejoindre. Donc je voulais juste transmettre ses excuses à l'audience. Merci. D'accord, merci. Oui, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers assistants, messieurs les directeurs, les présidents, je suis heureux de pouvoir partager avec vous quelques aspects du cadre réglementaire de manière rétroactive. Je voulais simplement continuité aux explications et excuses présentées par Sami Souleymani pour que vous puissiez vous retrouver sur votre programme, qu'il y a eu une fusion de l'atelier, disons, précédent avec celui-ci, et ce qui fait que moi, de modérateur, je deviens modéré. Je suis toujours modéré, donc je pense que je vais continuer à être fidèle à ma tradition, et que donc on va essayer de compenser un petit peu le manque par rapport à ce cadre réglementaire. Bien que je vais certainement l'aborder de manière un peu plus libre que l'aurait abordé disons, la personne qui était prévue initialement pour cela. Je voulais dire déjà que l'on ne peut pas parler de ce cadre réglementaire d'aujourd'hui sans faire référence à l'historique. Et l'historique sur le plan réglementaire, c'est d'abord cette circulaire de septembre 2007 de Banque El Maghreb qui prévoyait un cadre législatif, non pas par loi mais par simple circulaire, pour quelques produits qui étaient la murabaha, l'ijara et la musharaka, et qui a permis, avec beaucoup de courage, comme l'a dit son président, à une institution de se lancer quelques années après, très vite, dans cette aventure à l'époque. Cette législation, à l'époque, souffrait d'un déficit d'encadrement fiscal, ça a été mentionné, aussi bien sur le plan des droits d'enregistrement qui étaient en double que des droits d'inscription à la conservation, d'immatriculation à la conservation foncière, qui sont encore, déficit qui est encore maintenu et qui va peut-être être résolu. Cette circulaire créait une situation où il y avait également un équivoque au niveau de la murabaha, par exemple, entre son statut d'achat-vente, qui est le plus évident, le plus naturel, et qui relèverait du DOC, du Daher des obligations et des contrats, d'une part, et d'autre part, le statut de financement ou la vocation de financement qui relèverait plutôt du droit bancaire. Donc beaucoup de confusion là-dessus. La circulaire, dans ses derniers articles, parlait bien de nécessité de comptabiliser selon les règles imposées par Banque El Maghreb, mais bon, la confusion a demeuré. Et je pense que ça a été dit ce matin. L'une des raisons qui expliquait le peu d'engouement, les difficultés de démarrage, l'exploration et le défrichement du terrain. Mais il y avait également un autre handicap, c'était le déficit d'image. Ce déficit d'image était relatif, à commencer déjà par l'appellation.
L'appellation, comme vous le savez, c'était les produits alternatifs. Ça ne disait pas grand-chose aux Marocains. C'est un peu comme le disait si Abdelmalek Alaoui ce matin, les produits affinitaires, ça disait encore moins aux clients européens, et à tel point qu'on ne savait pas à quoi ils étaient alternatifs. Certaines langues, que je ne qualifierais pas, disaient ce sont en fait des produits alternatifs aux produits islamiques réels. Donc c'est un substitut, un placebo. Peut-être, mais en tout cas, l'appellation alternatif n'était pas du tout heureuse, et ça a certainement beaucoup marqué les esprits, ce qui ne fait que rajouter au mérite de cet entrepreneur de la première heure qui était Dar Safa à l'époque, pour pouvoir foncer tête baissée dans cette aventure et en sortir gagnante, puisqu'aujourd'hui que la loi l'a rattrapée, on dit toujours que les faits précèdent la loi, et ça a été le cas, et là, mérité sa longueur d'avance. Et puis elle a permis aussi de déplacer un certain nombre de contraintes qui étaient celles-là. Et puis il y a eu une transition qui est en fait le fruit, à mon sens, de plusieurs facteurs. Le premier, transition bien entendu au niveau du législateur et au niveau du décideur politique, qui est le fruit de la transition, de la globalisation financière dans le monde, l'appel des liquidités des pays du Golfe était là, la pression de la France, politique peut-être historique, qui, elle, a précédé le Maroc dans la réglementation du côté fiscal de ces produits et qui les a légalisés, a peut-être joué également. Et ça a commencé à changer un petit peu le contexte dans lequel disons, on a évolué depuis 1987. Il y a aussi un autre facteur qui est l'action de la société civile. Cette action de la société civile, j'ai eu l'honneur en 1987 de co-fonder l'ASMESI, qui était la première association qui parlait publiquement de cela. On avait toute la liberté d'en parler pendant 20-25 ans. Je pense que l'opinion publique avait été, d'une façon ou d'une autre, sensibilisée, et ça n'a pas pu ne pas avoir d'impact sur la décision des autorités, qui ont pris conscience récemment que le monde a changé et que le Maroc était peut-être mûr, que les produits islamiques étaient aussi devenus mûrs pour pouvoir passer à l'acte législatif. Et donc est venue la loi 103-12, qui est parue pour l'information le 22 janvier. Pas aujourd'hui, mais le 22 janvier. Le bulletin officiel que j'ai ici date du 22 janvier. Et effectivement, jeudi dernier. Et donc, cette loi a été promulguée et elle mérite d'être applaudie vu le temps que l'on a mis à l'attendre. Et cette loi a fait plusieurs choix. Le premier, c'est le choix d'intégration des deux systèmes. Comme vous le savez, la loi intègre les produits participatifs dans le cadre réglementaire global des produits bancaires. En fait, c'est l'ancienne loi qui a été réaménagée et on a rajouté ces 17 articles relatifs aux produits. Et ça, c'est très bien parce que dans d'autres pays, vous avez soit le double système avec deux réglementations séparées, soit le système bancaire conventionnel qui est réglementé et le système bancaire islamique qui n'est même pas réglementé et qui continue à être régi, comme c'était le cas en Tunisie jusqu'à il y a quelque temps, régi par, pas le droit commun, mais des circulaires. Donc le système, à mon sens, d'intégration est bon. L'autre choix, c'est l'appellation. Le fait de l'appeler participatif est un choix heureux. Je ne pense pas que dans le contexte social, culturel et politique, et même de maturité de ce produit au Maroc, on ait besoin de les appeler officiellement les produits islamiques, que seraient devenus les autres produits. Par définition non islamiques, ça n'a pas beaucoup de sens. Et non seulement ça a une portée politique et culturelle, mais ça a aussi une portée, disons, intrinsèque, puisque ces produits sont effectivement participatifs. Si une partie des produits relève du registre de l'achat-vente, que sont les murabaha, le salam et l'istisna, cela n'enlève en rien le caractère participatif de la banque, puisque ces dépôts sont, eux, régis par le mudaraba vis-à-vis de la clientèle. Son refinancement lui-même peut être régi par le mudaraba, et laquelle mudaraba avec musharaka relève véritablement des produits participatifs. Donc c'est une appellation, à mon sens, judicieuse et méritée. La loi a fait également le choix de la gouvernance.
un choix de gouvernance dont Abdelrafia nous parlera certainement tout à l'heure au niveau des défis et des enjeux. Et ce choix, c'est une gestion bicamérale, si j'ose dire, ou bicéphale. Le CSO, Conseil supérieur des ulama, et Banque al-Maghrib. Deux tout-puissants organes, l'un législatif, l'autre exécutif. Et la loi a voulu, le législateur a voulu limiter le rôle de Mjlis al-Ilm al-A'la au rôle législatif. Il émet des avis de conformité, point à la ligne. Il n'interfère pas, il n'intervient pas, comme le ferait une commission de Sharia Compliance au sein d'une banque. Il n'interfère pas dans les produits et dans l'action et dans la gestion des banques. Il émet des fatwas exactement comme le Parlement émet des lois. Et l'exécutif, lui, est chargé de voir la conformité des actions à ces lois, de sanctionner, de réglementer, d'encadrer, etc. Et donc, Banque al-Maghrib a le rôle exécutif et réglementaire et de régulation, exécutif et de régulation dans cela. Ça ne manquera pas de soulever des défis, d'abord pour les ulama, parce qu'il faut qu'ils se mettent à niveau. C'est en cours. J'ai appris tout juste hier ou avant-hier qu'une commission des ulama de Mjlis al-Ilm al-A'la a visité la OFI au Bahreïn et continue, je dis bien continue, à s'acclimater ou à s'imprégner un petit peu des pratiques, disons, au Moyen-Orient. Je pense qu'une sérieuse et continue mise à niveau devrait être faite localement avec les personnalités locales qui maîtrisent le côté chariatique et le côté de la compréhension et de l'analyse économique et financière. L'autre défi de gouvernance, ça sera au niveau de Banque al-Maghrib, qui est chargé du contrôle d'un côté et de l'encadrement bancaire. Donc il va avoir un véritable rôle parce que lui-même, la loi ne dit rien sur ses méthodes de refinancement des banques, d'encadrement des banques et de facilitation. Donc c'est les circulaires qui vont éclaircir les opérateurs, les clients et les banques sur cette manière. Donc c'est un véritable défi. Venons-en aux produits pour ne pas être long. Donc sur ces 194 articles, la loi en consacre 17 aux produits participatifs. Particulièrement, les articles 55 à 59 parlent des deux catégories de produits. Les produits à vocation participative, que sont la musharaka, qui est la participation au capital développement, et la mudaraba, qui est la fiducie, ou comme on l'appelait en Europe autrefois la commanditas. La commandite, c'est en fait une espèce de commandite simple. Et d'autre part, elle décrit également les opérations qui ont vocation d'achat-revente, que sont la murabaha, et qui est la vente à tempérament, le salam, qui est le préfinancement de campagne, et l'istisna, qui est une forme de BOT sans eau, build and transfer. La formule n'interdit pas que le financier fasse, disons, gère, mais bon, les banques ne le feront pas, donc ça sera du BT. Ces deux produits ont été rajoutés après coup au niveau des amendements à la loi, et c'est très bien de les avoir aujourd'hui en sachant que l'article 63 permet à ces banques d'ouvrir le champ à d'autres produits, peut-être, vous avez parlé tout à l'heure, le muzara'a, l'istisqa, etc., à condition de les soumettre à la validation légale du Conseil supérieur des ulama et, bien entendu, à Banque al-Maghrib. En dehors de cette loi stricto sensus, il y a la loi sur la titrisation qui, elle, a porté création des soukouk, c'est la loi 3306 et qui complète utilement le paysage. Nous avons vu avec le représentant de l'ICD ce matin comment les gouvernements de pays islamiques, voire même non islamiques, quand on pense aux Anglais, ont utilisé cette manne pour attirer des liquidités, et c'est très bien que ce soit déjà possible au Maroc. Et puis il y a le dernier compartiment du wagon qui arrive petit à petit, cas un cas, c'est celui de la loi 1799 sur les assurances, Takafoul. C'est un projet de loi. Il assure des ouvertures très intéressantes. Il adopte l'appellation Takafoul. Bien entendu, beaucoup de choses restent à régler, certainement par des circulaires du ministère des Finances et des PAS par la suite, mais ça complétera utilement le paysage, autant pour les opérateurs que pour les banques, parce qu'elles-mêmes devront assurer et réassurer leurs activités auprès de compagnies quand même Sharia compliant. La loi parle également des guichets
de produits participatifs. Elle spécifie bien entendu la possibilité de création de banques participatives et un de ces articles, le 63 je crois, ouvre la possibilité à ouvrir une activité de microfinance participative. Ça a été un des amendements qui ont été introduits en dernier coup. La SMECI avait fait un certain nombre de recommandations, dont celle-ci. Très peu ont été prises en compte, celle-ci a été prise en compte et c'est très bien. En termes de gouvernance, je l'ai déjà dit, mais bon, je le rappelle, les articles 62 à 65 expliquent un peu comment va être gérée cette industrie, avec les avis de conformité émis par le Majlis al-Ilmi al-A'la, le CSO, et l'encadrement et le contrôle confié à Banque al-Maghrib. Les banques, il ne leur reste que autrefois, enfin dans la première version, on l'appelait la commission d'audit et de conformité aux avis du CSO, mais les tout derniers amendements ont même enlevé cette commission et ne parlent plus que de fonction. Ce qui a été publié parle de wadifat tadqiq. Ça veut dire que l'on renforce davantage le rôle de Banque al-Maghrib et du Majlis al-Ilmi al-A'la, mais surtout de Banque al-Maghrib, parce que le Majlis al-Ilmi al-A'la, c'est le législatif, il émet et il s'endort. Il attend quand même de recevoir, même pas, ce n'est pas lui qui reçoit le rapport, c'est Banque al-Maghrib qui reçoit le rapport de conformité avec ce que Majlis al-Ilmi al-A'la a produit comme pas fatwa, mais avis. Donc les banques se sont vues retirer cette possibilité d'avoir une commission institutionnalisée pour essayer d'éviter tout conflit avec le Majlis al-Ilmi al-A'la. C'est donc une simple fonction dont les conditions de fonctionnement seront, selon l'article 64, édictées donc par une circulaire de Banque al-Maghrib. C'est un choix de gouvernance. Il est à l'antipode de ce que l'on voit dans les pays du Golfe et dans d'autres pays, où vous avez une banque qui est dotée de son pouvoir législatif interne par le Majlis al-Muraqaba al-Shar'iyya ou al-Raqaba al-Shar'iyya, de son pouvoir de contrôle de conformité des opérations one-to-one, c'est-à-dire par chaque opération, on la soumet disons, le Majlis al-Raqaba al-Shar'iyya, et finalement, donc, elle a tout à fait son autonomie. Ça ne manque pas d'entraîner un certain nombre de problèmes qui sont ça a été cité ce matin, la divergence des fatwas et des opinions, peut-être la toute-puissance de la banque par rapport à, certains produits qu'elle aimerait financer ou certains autres qu'elle n'aimerait pas financer. Le choix qui a été fait au Maroc, et certains choix de raison, de confier cela à des organes d'État, qu'est-ce que ça va donner vis-à-vis de l'opérateur, c'est-à-dire du client? Est-ce qu'il va avoir plus confiance dans cette formule où c'est l'État qui supervise tout, pas moyen qu'un cheikh dans une banque dise son avis et l'impose, ou est-ce que ça va créer le contraire, sans parler de la rigidité que ça peut occasionner pour la banque? Je pense que ce sont les défis sur lesquels reviendra Matawi tout à l'heure. Donc voilà, je n'irai pas plus loin. Je voulais donc vous mettre un petit peu dans le bain réglementaire avec une rétrospective de ce qui s'est déroulé depuis 25 ans au Maroc. Et je cède la parole au modérateur. Merci beaucoup. Effectivement, un long cheminement. On aura peut-être l'occasion tout à l'heure de revenir sur l'un ou l'autre point. Voilà, Si Matawi, vous avez la parole maintenant pour la partie gouvernance pour une quinzaine de minutes, s'il vous plaît. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, as-salatu was-salam ala Rasulillah. Je tiens à mon tour à remercier les organisateurs pour cet événement, qui pour moi est de bon augure parce qu'aujourd'hui vient de tomber la bonne nouvelle de la publication au BO de la nouvelle loi. Donc c'est de bon augure. Donc quelqu'un disait la finance islamique et le Maroc, c'est une longue histoire qui finira par commencer un jour. Donc moi je dirais ce jour-là, c'est aujourd'hui. Maintenant, les grosses œuvres ont été livrées. Place à la finition, place à la technicité, place à la pluridisciplinarité pour sortir un projet de société qui allie les objectifs nationaux et sectoriels et de la clientèle dans notre pays. Donc je vais essayer d'éviter les redites et les tautologies pour vous proposer tout d'abord
un bref aperçu du cadre légal et institutionnel international, de la gouvernance, avant donc, de parler un petit peu donc, du cadre légal qui est prévu au Maroc, valeur aujourd'hui, sur la base de la loi 103/12, en attendant donc, la promulgation donc, des circulaires et des décrets qui suivront par la suite. Et puis nous apporterons un regard critique, constructif, sur les attentes et les verrouillages qui s'imposent dans cette année 2015 qui va être une année charnière, parce que tout va être fait cette année-là et tous les chantiers qui restent à faire, on va les voir un par un. Donc pourquoi parler de la gouvernance des banques participatives ou des banques islamiques? Tout simplement parce qu'on doit s'inscrire dans un cumul de gouvernance. La gouvernance de la banque islamique dépasse la gouvernance de la banque classique ou la banque conventionnelle, tout simplement parce qu'il puise une partie de donc dans un référent religieux, dans un référent affectif, dans des croyances, etc. Donc elle se doit de capitaliser sur la gouvernance de la banque conventionnelle, donc qui, elle, est l'émanation des travaux qui ont été faits sur plusieurs dizaines d'années, donc sur les comités, sur les travaux de comité de Bâle, sur les normes COSO, sur les normes Sarbanes-Oxley, etc., etc. Donc là, on est à un degré supérieur, et à juste titre d'ailleurs, parce qu'on parle à l'affectif. Donc on se doit d'être au pinacle, au sommet donc, de la gouvernance et de l'éthique et de la déontologie. L'autre raison qui milite en faveur de ce postulat-là, c'est que la cartographie des risques de la banque islamique amène des risques nouveaux qui ne sont pas connus par la banque conventionnelle. Donc je citerai à titre d'exemple le risque de non-conformité à la charia, donc qui n'existe pas par ailleurs. Je citerai aussi le risque réputationnel de la banque islamique, chose qui existe, mais dans une moindre mesure à la banque conventionnelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 80-90, la culture populaire marocaine arrivait à catégoriser les banques. Donc on disait que cette banque, c'est la banque des riches, celle-là, c'est la banque de la campagne, l'autre, c'est la banque des femmes, etc. Aujourd'hui, toutes les banques conventionnelles se sont nivelées, plus ou moins, donc on a plus ou moins le même niveau. Mais pour la banque islamique, on n'aura pas cette chance-là parce que, on va dire, soit cette banque elle est conforme à la charia, soit elle ne l'est pas. Et malheureusement ou heureusement, on est dans un pays où la culture orale l'emporte. Donc le risque réputationnel va sévir, mais il va frapper de plein fouet dès les premières semaines de l'introduction des banques islamiques. D'accord? Donc c'est une caisse de résonance qui va pas être gentil avec les banques et qui va les cataloguer dès les premières expériences. Donc c'est pourquoi j'insiste, au niveau de la gouvernance, on doit être au sommet. Donc je vais passer sur la régularisation internationale pour vous dire que le Sharia Board à l'international, nous avons grosso modo trois modèles, trois configurations. Nous avons un modèle centralisé, donc comme le cas du modèle malaisien, donc qui a prévu donc le SAC, donc l'Advisory Council de la Banque centrale, le Pakistan et l'Indonésie. Nous avons à l'antipode un modèle libéral, donc qui est le plus répandu dans les pays du Golfe. Et puis nous avons des pays qui ont opté pour un système hybride, donc qui prend des caractéristiques de l'un ou de l'autre modèle. Alors le Maroc, on va le voir tout à l'heure, il a choisi un modèle maroco-marocain avec ses avantages et ses inconvénients qu'on va débattre tout à l'heure. Alors la configuration standard du modèle de gouvernance à l'international, vous avez le Sharia Board externe qui est un cabinet externe, qui est un cabinet privé externe, composé de scholars, donc des théologiciens, qui sont beaucoup plus spécialisés de fiqh al-mu'amalat que d'autres choses. Et c'est un cabinet externe qui est nommé par l'Assemblée générale de la banque. Donc chaque banque choisit le Sharia Board qui lui convient pour un mandat d'1 année, 2 années, de 3 années. Et ce Sharia Board externe donc, est mandaté au même titre que l'auditeur légal, au même titre que le commissaire aux comptes, et qui travaille la main dans la main avec l'auditeur légal. Et vous avez en interne un comité d'audit Sharia, donc lui qui prépare, qui mâche un petit peu le travail
pour les deux intervenants externes. Alors, ce modèle, c'est lui qui est répandu sur la scène internationale. Et vous imaginez tout simplement qu'il a aussi des avantages et des inconvénients qui vont découler donc de la présentation que je vais faire tout à l'heure. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce Sharia Board? Donc, on a dit qu'il est désigné par l'AG. Deuxièmement, c'est un organe indépendant. La norme internationale IOFI exige qu'il y ait au minimum trois membres, donc des théologiciens, spécialistes du fiqh al-mu'amalat, et on précise que l'un d'entre eux, au maximum, peut être un non-théologicien. Il peut être un banquier, un expert, etc. Mais avec un background, donc avec un petit background en matière de fiqh al-mu'amalat. Alors, le Sharia Board externe a une double mission. Une double mission, ça c'est important. D'abord, une mission de fatwa. Donc, c'est en amont, c'est lui qui donne les recommandations concernant les produits et les activités des banques islamiques. Et encore, a posteriori, il a une autre mission de contrôle. Donc, c'est là où on parle de Sharia Board. Donc, c'est de l'audit Sharia. Et puis, ce qui est intéressant aussi à noter à l'international, c'est que les décisions du Sharia Board sont opposables aux banques. Donc, c'est un privilège qui n'existe même pas pour le commissaire aux comptes. Donc, quand le Sharia Board dicte une décision, elle doit être implémentée ipso facto par la banque. D'autres caractéristiques, le Sharia Board doit émettre un rapport général de la conformité des activités et des produits de la banque islamique par rapport à la Sharia. Donc, c'est un rapport annuel écrit et qui doit comporter des points particuliers obligatoires. Donc, trois points particuliers. Donc, les comptes d'investissement participatifs, les CIP, il doit s'engager, écrit noir sur blanc, sur la conformité des CIP par rapport à la Sharia. Il doit se prononcer sur la zakat et le calcul et le reversement de la zakat. Et puis, il doit aussi parler donc, de la purification des revenus illicites, parce que vous savez qu'on a un maximum de 5% d'activités, entre guillemets, non licites, qu'on doit purifier obligatoirement par la suite. Alors, je passe à la Sharia gouvernance au Maroc. Donc, qu'est-ce qui est prévu? Tout d'abord, le cadre légal et réglementaire est protecteur et centralisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Banque al-Maghreb, la Banque centrale, a tous les droits étendus de réglementation et de supervision de l'activité des futures banques participatives. Donc ça, ce n'est pas vraiment une surprise parce que le système bancaire national n'a gagné sa solidité que grâce à une protection historique qui a bien canalisé les choses. Mais deuxièmement, et ça c'est un paradoxe, c'est que c'est un cadre réglementaire qui opérationnellement va être libéral, puisqu'on a tracé un contour, mais à l'intérieur du contour, on a laissé donc le choix et la main libre aux banques, aux futures banques, de travailler comme elles veulent. Donc je vous donne un exemple. Donc, dans certains pays, l'activité de fenêtre islamique est bannie, c'est interdit. L'exemple du Qatar est édifiant à ce sujet-là. En 2011, la Banque centrale du Qatar a pris la décision soudaine donc de clore toutes les activités des fenêtres islamiques. Donc ils leur ont dit, ceux qui veulent faire de l'islamique, ils doivent le faire à 100%. Ceux qui veulent faire du conventionnel, ils le font à 100%. Au Maroc, on a laissé le choix aux banques donc, de se configurer. Donc, on est dans une optique libérale. Donc, vous aurez des banques qui vont travailler sous forme d'Islamic Windows. Vous aurez des banques qui vont créer des filiales. Deuxième point qui consacre cette liberté opérationnelle, c'est l'ingénierie financière. Donc, ça a été rappelé par M. El-Hello tout à l'heure. On n'a pas figé les produits dans lesquels va travailler la future banque participative, mais on a dit, voilà la liste indicative des produits, donc les 6 fameux produits, et puis on est ouvert à toute demande d'ingénierie financière de nouveaux produits. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, je vais passer sur ces éléments. Alors, la loi 103/12, elle est schématisée dans ce slide avec les rôles des principaux intervenants, donc Banque al-Maghreb, le Conseil supérieur des Ulama et le Comité des établissements de crédit.
Alors, ce qu'on a compris jusqu'à maintenant, c'est que l'agrément des banques participatives, va être l'apanage de Banque le Maghreb uniquement. Donc, le CSO n'intervient pas dans l'agrément des banques, mais par contre, un avis du comité des établissements de crédit est requis. Alors, ce qui est prévu dans la loi 103/12, c'est qu'il y aura 6 circulaires exactement qui vont être émises. Donc, ces 6 circulaires-là, elles sont nominatives. Donc, premièrement, une première circulaire qui va parler des caractéristiques techniques des produits. Une seconde qui va se consacrer à la collecte et au placement des dépôts d'investissement. Une troisième qui va se consacrer au fonctionnement du fonds de garantie. Ensuite, ça sera la fonction de conformité interne. Ensuite, ça sera l'agrément et les autorisations des banques, des sociétés de financement et des associations, parce qu'il y aura des agréments, mais il y aura aussi des autorisations spéciales pour les banques conventionnelles qui veulent travailler en fenêtre islamique. Et puis, il y aura une circulaire BAM qui va parler du rapport annuel à Banque le Maghreb. D'accord ? Donc, BAM va aussi recevoir un rapport annuel donc, de chaque future banque ou de chaque banque conventionnelle qui va travailler en fenêtre islamique. Et puis, le CSO va aussi recevoir un rapport annuel de conformité. Alors, ce qu'on note d'ores et déjà, c'est que les avis du CSO concernent exclusivement les circulaires de Banque le Maghreb. Ce qu'on note aussi, c'est que les avis du CEC, ce sont de simples avis en théorie, mais en pratique, ce sont des avis qui sont consensuels aussi. Donc, on pourra dire que ce sont aussi des avis de conformité, mais qu'on aura besoin de plus d'avis de la part du CEC que de la part du CSO. Ce qu'on note également, c'est que, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que Banque le Maghreb garde la main sur tout, presque, et que aussi, un dernier point, le rapport annuel de conformité qui sera adressé au CSO n'est pas le même rapport qui va être adressé à Banque le Maghreb. D'accord ? Donc, c'est 2 rapports distincts. L'un, il est réglementé, il sera réglementé par une circulaire, alors que l'autre ne sera pas réglementé. Donc, un petit schéma pour récapituler donc, les flux d'informations dont je viens de parler. Donc, la Banque centrale va émettre 6 circulaires. 4 d'entre eux vont requérir donc, l'avis conforme du CSO. Et puis, donc, vous avez l'agrément exclusif de la Banque centrale, avec en feedback un rapport annuel qui sera réglementé. Le CSO, c'est un rôle qui peut paraître passif, quelque sorte. Hein, parce que si on suit l'historique des projets de loi qui ont sévi sur les 2-3 dernières années, on va voir que ce rôle du CSO a été rétrogradé jusqu'à ce qu'il devienne ce que vous voyez sur le slide. C'est-à-dire c'est un organe qui va recevoir, qui va donner un avis de conformité sur des circulaires et qui va recevoir un rapport annuel de conformité. Alors, ce que je noterai comme recommandation et les attentes, hein, parce que on est en train de parler d'un projet de société, donc il faut qu'on lui donne la chance et les moyens de réussir facilement. Donc, je commencerai par le rôle et la mission du CSO. Donc, c'est un rôle, entre guillemets, de boîte à lettres. Il faudrait, à mon avis, qu'il évolue prochainement. Donc, on salue bien sûr l'approche progressive, graduelle de Banque le Maghreb. Donc, ça, c'est quelque chose qui est avantageuse pour l'épanouissement des futures banques islamiques. Mais c'est quelque chose qui correspond à une première étape, c'est-à-dire une deuxième étape, on va s'acheminer vers un modèle de Sharia board. Donc, la mission du CSO serait à étendre, donc il doit, comme le notent les normes internationales, migrer vers un rôle de Sharia board, pas uniquement de fatwa. Il devrait aussi, dans un futur proche, avoir des pouvoirs d'investigation. Donc ça, c'est important, parce que pour l'instant, c'est la Banque centrale qui va dérouler sa procédure classique, normale d'inspection, etc. Donc c'est elle qui garde la main, même sur le contrôle.
Et il faudrait aussi que ce Sharia Board futur soit indépendant et hybride. Donc les oulémas n'ont pas toujours la possibilité donc d'avoir été dans des banques, d'avoir travaillé dans des banques, de connaître l'activité bancaire, qui est une activité très très technique. Donc il faudrait qu'il y ait la composition d'un organe indépendant et hybride, donc qui comprend tous les corps de métier, je dirais, qui seraient intéressés par ce chantier-là. Deuxième attente, l'usage des rapports de conformité annuels est à préciser. Donc on a dit le rapport de conformité adressé à la Banque centrale va être réglementé, pas le rapport annuel qui sera adressé au CSO. Donc il faudrait que le contenu de ces deux rapports-là en fait soit standardisé, hein, parce que là on est en train de parler de gouvernance, donc on parle de transparence aussi. Donc il faudrait que ces deux rapports coïncident quelque part et que le contenu soit standardisé, réglementé, audité et qu'il soit publié sous forme de rapport, parce qu'on aimerait bien savoir en tant que public quelle a été l'activité des banques, de chaque banque sur les activités islamiques, etc. Donc troisième point, le CSO n'a aucun rôle à jouer pour l'instant dans la constitution des fonctions de conformité. Donc on a évolué, hein. Avant on parlait de comité d'audit, même dans l'avant-dernier projet de loi, on parlait de comité d'audit. Et à la dernière minute, il y a eu un revirement de situation et on a préféré parler de fonctions de conformité. Je ne sais pas quels sont les dessous de ce revirement. Quelle qu'en soit la cause, il faut que le CSO, à mon avis, soit impliqué dans cette tâche-là. Il faut qu'il y ait un mot à dire sur la nomination des membres de la fonction de conformité, sur leur formation, sur leur positionnement dans la hiérarchie, sur leur procédure de travail, charte, pouvoir, etc. Et surtout sur les relations qu'il va avoir avec le CSO et avec les commissaires aux comptes. Alors la loi 103/12 a occulté pleinement les attributions du commissaire aux comptes. Hein. Donc on comprend par là que le commissaire aux comptes n'aura pas de diligence complémentaire à faire dans le cadre d'une banque participative. Mais dans la pratique, ça va poser beaucoup de problèmes parce qu'on ne pourra pas auditer l'image fidèle, la régularité et la sincérité des comptes d'une banque sans nous occuper de l'activité banque islamique elle-même. Parce que comme je l'avais dit tout à l'heure, la cartographie des risques est plus étendue. Je vous donne un exemple. On ne pourra pas auditer les comptes d'investissement participatif si on n'adresse pas les risques spécifiques liés au compte d'investissement participatif. Je vous donne un autre exemple. C'est ce qu'on appelle le risque commercial déplacé. Donc vous savez que les comptes d'investissement participatif qui ne seront pas garantis par le fonds de garantie, qui seront gérés sous forme de modaraba par la banque, donneront lieu à ce risque commercial déplacé qui est géré par des provisions de lissage, donc les fameuses provisions PER et IER, et qui sont très importantes dans l'activité de la banque. Donc là aussi, il faudra que des diligences complémentaires soient précisées. Donc je ne sais pas, est-ce que Banque El Maghreb va opter pour ce qui existait déjà à un temps, c'est la fameuse circulaire sur l'auditeur externe, donc qui permettait d'avoir des agréments spécifiques pour les commissaires aux comptes qui devaient auditer les banques, ou bien on va laisser l'activité classique du commissaire aux comptes et puis on va émettre une circulaire qui va préciser un petit peu les diligences complémentaires. De toute façon, c'est quelque chose qui a été loupé dans la loi 103/12 et j'espère qu'il y aura une circulaire qui va rattraper ce point-là. Alors, dernière chose, il y a quelques points qui méritent aussi l'attention et qui font partie de la gouvernance. Premièrement, les CIP, donc ça va faire l'objet d'une circulaire et j'espère que la circulaire va être au niveau de cette problématique-là parce que vous savez que le nerf de la guerre de la banque islamique, c'est les dépôts, c'est l'attrait des dépôts. Donc la banque qui va attirer les dépôts va pouvoir travailler à l'aise.
donc attirer ces dépôts-là, les gérer, les rémunérer, les comptabiliser, verser les revenus, publier ces résultats-là va être une problématique spécifique à la banque participative. Deuxièmement, donc les fameuses provisions de lissage, ça il faut absolument qu'il y ait une circulaire qui va s'attarder sur ces deux provisions-là, parce que ce sont des provisions qui se sont imposées sur le plan international, hein, et c'est des montants faramineux parce que c'est des retenues sur rentabilité qui sont alimentées par la banque chaque année et qui font l'objet donc d'un calcul très pointueux. Troisième point important, c'est le traitement des pénalités de retard des impayés et le reversement à des œuvres caritatives externes, parce que la banque islamique n'aura pas la possibilité de les garder en interne. Même au niveau comptable, ce ne sont pas des produits des revenus de la banque, mais ce sont des éléments bilanciels qui transitent par le bilan et qui en ressortent en faveur des œuvres caritatives. Là aussi, il faudrait qu'il y ait une circulaire qui ne parle que de ça, parce que c'est quelque chose qui pourrait donner lieu à des risques au niveau donc, de ce que vous savez comme activités illicites, des associations, etc., etc. Quatrième point, donc les fenêtres islamiques. Donc là, il faudrait qu'il y ait une réglementation qui s'assure un petit peu de l'étanchéité opérationnelle et comptable de ces fenêtres-là. Cinquième élément, peut-être l'un des plus importants aussi, c'est que les normes comptables, pour l'instant, ne sont pas au rendez-vous. On s'achemine vers une adaptation du PCEC, alors que normalement, il aura fallu qu'il y ait un plan spécifique, un plan comptable spécifique, qui est posé une fois pour toutes et qui gère un petit peu donc l'activité de la banque participative. Je vous donne un petit exemple. Le produit Murabaha qui fait les 2/3 de la finance islamique mondiale et qui va être l'un des éléments phares de la future banque participative au Maroc, vous êtes obligé en tant que banque d'avoir des comptabilités de stock. Donc vous stockez des appartements et vous les revendez. Donc pour l'instant, le compte stock n'existe pas. Donc il faudrait vraiment que Banque Le Maghreb, avec l'ordre des experts comptables, travaille sur ce chantier-là. Sixième élément, il faudrait permettre un benchmarking interbancaire. Selon les règles de l'IOFI, il n'est pas nécessaire que la banque ou qu'un produit ait la personnalité juridique pour qu'il fasse l'objet de reporting spécifique. Par exemple, les fameux CIP, ils font l'objet d'une liasse comptable spécifique. Les éléments, les comptes de zakat, là aussi, ils ont une liasse comptable qui leur est spécifique, et ensuite le tout est regroupé au niveau donc de la banque elle-même. Donc ça serait intéressant d'avoir un reporting spécifiquement dédié à l'activité des banques islamiques, donc qui permettra un petit peu d'avoir l'analyse sur les produits, par catégorie de clients, par zone géographique, etc. Les mesures prudentielles spécifiques à la banque islamique, ça c'est important, parce que les mesures prudentielles telles qu'on les connaît maintenant, BAL 3, ne sont pas toutes applicables à la banque islamique. Donc il faudrait qu'il y ait des nuances qui spécifient l'activité de la banque islamique. Les règles de déclassement et provisionnement des impayés. Donc les banques conventionnelles maintenant travaillent sur le coût du déclassement et du provisionnement à partir du retard constaté. Alors la banque islamique n'accorde pas l'importance en premier lieu au retard, mais elle accorde l'importance à la bonne foi du client. Donc là aussi, il faudrait une réglementation qui ne défavorise pas les banques, les futures banques participatives, et qui leur permet d'avoir la main sur le provisionnement en introduisant cette notion de bonne ou de mauvaise foi. Dernier élément, le cut-off des résultats annuels provisoires des contrats Mudaraba et Musharaka. Ça aussi, c'est un gros chantier sur lequel on doit tous travailler. Donc pour résumer, il y a pas mal de verrouillage à faire. Ça tombe bien, on est en phase réglementaire. Ça va durer toute l'année, j'espère. Et je pense que, comme c'est un projet de société, il se doit que la gouvernance soit au maximum, donc pour permettre la réussite de ce projet-là dans les meilleures conditions. Et je vous remercie.
Shukran, c'est Matawi, pour ce tour d'horizon très clair concernant cette gouvernance, comme vous avez dit, à la date valeur aujourd'hui, des informations que nous avons à partir de la loi qui a été promulguée. Et voilà, nous attendons la suite. Le Maroc a suivi une voie qui lui est propre, originale à nouveau, comme dans beaucoup d'autres domaines. Ça a pris un peu de temps, mais finalement, c'est là. Et on doit comprendre donc qu'il faut rester attentif. Il y a une loi, mais qui reste insuffisante, qui permettra aujourd'hui, espérons assez rapidement, d'octroyer les licences nécessaires, que ce soit pour les guichets ou pour les banques dédiées. Mais qu'il faudra rester attentif pour toute l'attirail, ou si on peut dire toutes les circulaires qui devront un peu compléter cette loi pour rendre opérationnelles ces banques participatives, mais qu'aussi il y a lieu peut-être d'engager un débat et que les structures qui sont concernées par notamment tout ce qui est audit, conformité, les experts comptables, puissent aussi participer au débat pour peut-être donner des signaux à la Banque du Maroc pour tenir compte effectivement de certaines recommandations qui ont été faites ici par Monsieur Matawi et que nous remercions. Voilà, c'était l'autre partie par rapport, la suite par rapport à la première introduction qui a été faite par le docteur Abdelrahman Lehlou, qui lui nous a refait un peu le parcours de cette histoire de la finance islamique au niveau réglementaire ici au Maroc, pour mettre le point sur certains aspects manquants de la circulaire, de la première circulaire de 2007, et qui a fait que ces produits alternatifs n'ont malheureusement pas pu décoller malgré l'attente de la demande qu'il y a dans le pays, mais que finalement il a expliqué donc les conditions dans lesquelles cette loi était arrivée, et que donc la suite vous a été expliquée par Monsieur Matawi. Donc on va prendre quelques questions en cette en clôture de ce panel. Je ne sais pas si le docteur Abdelrahman Lehlou est encore ici ou nous a déjà quittés, mais on peut déjà prendre les questions qui s'adressent à Monsieur Matawi. Voilà, Monsieur Lehlou est encore avec nous. Donc s'il y a des questions qui s'adressent à lui, vous pouvez aussi les lui adresser. Voilà. Il y a une question là-bas. Il y a un micro? Ok. Ouais. Il y a une question là-bas. Merci pour la qualité des interventions qui sont claires, nettes et précises. Moi, j'ai une question, c'est Matawi, par rapport justement au contrôle externe, soit chariatique, soit contrôle externe exercé par le commissaire au compte, et deux commissaires au compte. Parce que toute banque, je crois qu'il doit avoir deux commissaires au compte. Hein. Soit coté ou non coté, c'est deux commissaires au compte. Ma question, c'est, il est un peu une projection un peu vers l'avenir. C'est un peu une projection vers l'avenir. Les next steps. Voilà. Aujourd'hui, on a la loi. On sait qu'il y a des textes d'application, des circulaires qu'il faut attendre. Est-ce qu'on a une idée sur un échéancier de ces autres dispositifs réglementaires qu'on attend pour être opérationnel, et est-ce qu'on peut déjà se prononcer sur des dates dès maintenant? Merci. Tout d'abord, je vous remercie pour la qualité de la présentation. Ensuite, j'aimerais savoir si les banques islamiques sont concernées par la loi de protection de consommateurs. Il y a encore une. Ok, on prend la dernière question ici. Je vous remercie. Ok, encore une et une toute dernière là-bas. Ok. Mais il y en a une qui a déjà. On prend déjà celle-ci. Tfadli. Je vous remercie, Monsieur Matawi, pour ces éclaircissements. J'ai une question à vous poser. Vous avez parlé. On sait que les accords de Bâle 3 sont appliqués, sont en cours. Donc, vous avez parlé que tous les accords de Bâle 3 ne peuvent pas être appliqués concernant les techniques de financement islamique. Donc, dans quelle mesure? Et on ne peut pas appliquer les accords de Bâle 3.
Et pour aussi la formation, parce qu'on sait que le Majlis, l'ennemi qui se charge de donner un avis favorable ou défavorable pour les produits islamiques qui lui sont présentés. Donc, est-ce qu'en cas de non, d'un avis défavorable par le Majlis islamique, est-ce que le produit ne sortira pas? C'est tout, merci. Okay. Alors, rapidement, s'il vous plaît, les deux dernières personnes. Oui, une question chacun et courte, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais revenir juste sur l'appellation de banque islamique, parce que ce matin, il y a un intervenant qui a dit qu'il fallait se mettre d'accord sur l'appellation. Le Maroc, il a choisi l'appellation de banque participative. Pourquoi ne pas assumer banque islamique, tout simplement? C'est pas une façon de dire les autres sont pas islamiques ou on est en train d'accuser quoi que ce soit, mais c'est une façon d'assumer tout simplement ça. Je voulais juste savoir ce que vous en pensez. Merci. Dernière question, si vous permettez. La dernière. Alors, s'il vous plaît, donc en cas de besoin de trésorerie, une banque participative, est-ce qu'au niveau de Banque Le Maghreb, est-ce qu'elle peut autoriser à ce qu'il soit refinancé auprès d'une banque conventionnelle? Merci. Ok, merci pour ces questions. On en a pas mal. Alors, est-ce qu'on peut rapidement peut-être commencer par Dr Lahlou, Rahman, si tu en as repéré qui te concerne. Bon, au niveau des appellations, je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter ce débat. Mais pour conforter votre conscience, l'arrivée de l'islam, disons, nous donne un exemple, un modèle en termes d'appellation. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, certaines pratiques économiques et commerciales existaient, notamment le mudaraba et salam. Il n'a pas jugé, le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas jugé opportun de les appeler le mudaraba al-islamiyya pour la distinguer de le mudaraba qui se pratiquait auparavant. Ni salam al-islami, c'était tout simplement salam, c'est une opération dont les règles juridiques, parce que c'est bien dans le droit et pas dans la comptabilité ni dans la pratique que ça se décide, les règles juridiques doivent être conformes à l'éthique de la législation islamique. Donc c'est tout à fait disons, juste et judicieux de pouvoir les appeler produits participatifs sans leur rajouter le qualificatif ou l'adjectif islamique. Sinon, prenez un autre exemple actuel, nous partons du principe que riba n'est pas conforme à sharia, haram. Est-ce qu'il faut appeler une banque ou une institution qui est conforme à la sharia la taxer d'islamique? Sinon, les crèmeries où on ne sert pas d'alcool, on devrait les appeler les cafés islamiques. Je vais au café islamique, ça n'a strictement aucun sens. C'est tout simplement une pratique qui est conforme aux convictions des usagers et des consommateurs. Je saute à la question concernant la protection de consommateurs. Il n'y a pas de raison que les pratiques des banques islamiques ne soient pas soumises, disons, à l'avis ou à la supervision de cette association des consommateurs. Mais ça me rappelle que dans certaines banques islamiques, ça va au-delà. Les déposants eux-mêmes se constituent en association, puisque les déposants ont le statut de Rabb el-Mal vis-à-vis de la banque qui est Mudarib et qui est donc gérant de ces fonds, et ils n'ont pas du tout le statut de déposant dans une banque conventionnelle. Et il est légitime qu'ils puissent se regrouper pour pouvoir, disons, avoir d'abord le droit à l'information sur la manière dont sont gérés leurs fonds, et avoir aussi le droit à interpeller éventuellement le comité charia. Le refinancement, je pense que c'est une évidence, à partir du moment où le refinancement d'une banque islamique ne peut se faire que par Soukouk ou Mudaraba, une banque conventionnelle, qu'est-ce qu'elle va pouvoir offrir? Banque El Maghrib elle-même est restée évasive dans la loi en parlant d'avances susceptibles d'être remboursées pour pouvoir soulager le manque de liquidité des banques. Elle parle d'avances. Donc ça va relever d'une circulaire ultérieure pour pouvoir préciser cela, mais à l'évidence, ça ne peut se faire que selon les règles de conformité
avec Sharia. Voilà. C'est Matawi. Oui, alors pour répondre à la première question de C. Mouarrif, concernant les normes d'audit Sharia. Donc, un commissaire aux comptes classique ne pourra pas émettre un rapport de certification d'une banque islamique. Tout simplement parce que les normes d'audit Sharia sont spécifiques. D'ailleurs, ils font l'objet d'une diplomation de l'IOFI et je peux vous garantir que c'est une diplomation assez consistante. Parce que, je vous donne mon exemple, après 23 ans d'audit bancaire, j'étais limite pour pouvoir suivre cette formation et réussir la diplomation. Donc je peux vous dire que c'est très spécifique. Et la lacune dont j'ai parlé au niveau de la loi 103/12, j'espère qu'il va être rattrapé par le régulateur par la suite. Deuxièmement, quand vous parlez de marge directrice, donc par assimilation au taux directeur, je pense qu'on n'irait pas jusque-là, tout simplement parce que la marge, c'est quelque chose qu'on ne peut pas réglementer, tout simplement. Et pour vous dire que même au niveau international, le benchmarking entre les banques conventionnelles et les banques islamiques, il est plus ou moins la même chose. Hein. Donc on est à 1 point, 2 points en termes de ROE entre les deux. D'ailleurs, donc le surcoût de la finance islamique par rapport à la finance, classique n'est pas une fatalité. Donc les banquiers internationaux le justifient par le fait que la banque islamique doit anticiper sur le coût du risque, tout simplement parce qu'elle n'a pas la possibilité de facturer des intérêts de retard. Elle se base aussi sur un élément important, c'est que la liquidité dans une banque islamique, c'est une liquidité qui est pléthorique, oisive. Donc la banque islamique est obligée d'avoir de la surliquidité, tout simplement parce qu'elle a des contraintes au niveau de ses ressources, mais elle a aussi des contraintes au niveau de ses emplois. Donc ce qui fait que son coût des capitaux augmente, donc il justifie ça par une augmentation au niveau de la marge, mais le spread entre les deux marges ne doit pas dépasser 1 point dans le meilleur des mondes. Donc parler de marge directrice, je n'irai pas jusque-là, tout simplement aussi parce qu'il y a des produits qui peuvent être distribués par la banque islamique à taux zéro. Donc quand on prend des produits, on peut le faire geste commercial, chose qui n'existe pas dans la banque conventionnelle. Concernant l'échéancier, ce qui est prévu, hein, d'après les dernières nouvelles, c'est que les circulaires vont commencer à tomber fin février. Maintenant, on ne sait pas est-ce que c'est un échéancier qui va être tenu ou pas. Donc il faut commencer à partir de mars, avril, il faut compter le délai d'agrément, qui est au maximum de 4 mois. Et espérant, donc, dans le meilleur des mondes, que les premières banques participatives vont commencer à travailler avant la fin de l'année, c'est-à-dire juste après Ramadan, Inch'Allah. Ça, c'est un scénario qui est optimiste, mais il n'y a pas, à mon avis, de raison pour que ça ne soit pas tenu. Loi de protection du consommateur, donc c'est Abdelrahman, on a répondu. Moi, je dirais que la loi de protection des consommateurs, on est minimaliste. Donc on doit être bien au-delà de ce que exigerait cette association et ce texte de loi sur la protection des consommateurs, parce qu'on est, comme j'avais dit tout à l'heure, dans le domaine de la banque qui a un référent religieux, affectif, etc. Donc l'un des critères clés de l'IOFI pour ouvrir donc une banque islamique, c'est que le management soit, lui, Sharia compliant. Et d'après le retour d'expérience qu'il y a eu depuis 2007 jusqu'à maintenant, je peux vous dire que l'expérience qui a été faite a été positive sur le plan de l'enseignement. Et d'après les contacts que j'ai avec les banquiers, je pense que l'esprit Sharia compliant va être présent dans ce sens-là. Une avant-dernière question concernant BAL 3. Donc il y a un chantier qui est ouvert pour rapprocher donc les normes BAL avec les normes IOFI. D'ailleurs, la dernière réunion, la dernière invitation de l'ASMICI, de Finiopolis et de Dar Safa, du secrétaire général de l'IOFI au Maroc, à Casablanca, il y a 2 semaines. Donc, elle a été très positive. Et l'un des messages clés qui a été
livrée par le secrétaire général, c'est que, premièrement, il y a un rapprochement IOFI et IFRS. Donc l'IOFI, maintenant, elle fait partie des comités consultatifs de l'IFRS. Donc il cherche à travailler sur ce chantier-là. Et deuxième chantier, ça sera avec BAL 3. Donc je vous donne un exemple concernant les divergences BAL 3 et normes islamiques. C'est les fameux CIP. Donc pour l'instant, il y a un débat international sur leur classement comptable. Donc on ne sait pas, est-ce que les CIP, ce sont des capitaux propres, des dettes ou des quasi-capitaux propres. Dernière question concernant le CSO, avis défavorable. Bien sûr, donc c'est quand il y aura avis défavorable, donc la banque ne pourra pas commercialiser le produit. Mais connaissant la culture marocaine, je pense qu'on est beaucoup plus dans le consensuel qu'autre chose. Ce n'est pas des sanctions qui risquent de freiner l'activité des futures banques participatives. Et merci. Barakallahu fik, c'est Matawi et Dr Abdelrahman Elhlou. Si vous permettez juste deux petites remarques que j'apporterai personnellement concernant les questions qui viennent d'être soulevées par rapport à cette marge directrice ou taux directeur. Ça s'est vu dans certains pays où effectivement on a donné des valeurs de référence pour les marges de Murabaha par exemple, mais ce qui est peut-être souhaitable, c'est de laisser faire le marché, mais de militer en faveur d'un benchmark propre à l'industrie de la finance islamique. Il y en a un déjà qui a été développé par Thomson Reuters, mais il serait souhaitable que l'industrie développe des benchmarks et des taux de référence internes à l'industrie pour que le consommateur, que ce soit les entreprises ou les clients ou le secteur public, puisse comparer entre les différentes offres des institutions financières islamiques. Concernant la loi de protection, effectivement, c'est quelque chose de très important. Alors, je me souviens d'un rapport qui a initié, que j'ai lu, mais qui est un rapport qui date de 1972, Abdelrahman, donc c'est un rapport qui a été à la demande des ministres des Finances de l'OCI pour initier la finance islamique. Et dans ce rapport, il existait effectivement une assemblée générale des déposants, parce qu'effectivement, il y a une spécificité des comptes d'investissement de ces comptes participatifs, et aucune banque, malheureusement, n'a tenu compte de cette recommandation qui était dans ce premier rapport de 1972. Et donc peut-être, quand je parlais tout à l'heure de modèles différents ou améliorer les modèles du Moyen-Orient ou du Sud-Est asiatique, peut-être effectivement par rapport à cette spécificité, donner une place quelque part dans la gouvernance aux déposants. Et dernière chose, en ce qui concerne l'appellation, effectivement, je pense qu'il faut aussi aujourd'hui s'ouvrir et considérer que la finance dite islamique aujourd'hui, même si on parle de finance islamique, je n'ai personnellement pas de problème à ce qu'on parle de finance islamique. Par contre, déjà lors d'un colloque arabe en 2008, dès que les produits alternatifs ou la circulaire était apparue, j'avais personnellement aussi évoqué le fait que le mot alternatif ne signifiait pas grand-chose, mais que participatif voulait signifier exactement de quoi on parlait par rapport à la finance dite islamique. Il faut aussi comprendre qu'on est aujourd'hui dans un monde globalisé et il ne faut pas s'enfermer par rapport à une industrie qu'on pourrait aussi exporter. Aujourd'hui, le monde est demandeur d'une finance plus éthique, une finance plus participative, et ce serait s'enfermer au sein d'une religion au même titre qu'on s'enfermerait par rapport à ibadat. Là, on comprendrait. Mais ici, on est dans le cadre des mu'amalat qui concernent le musulman, mais qui, dans notre foi, dans notre religion, ces mu'amalat concernent aussi le non-musulman. Et donc, ce serait peut-être dangereux, et c'est le cas, on le constate aujourd'hui, de s'enfermer dans un vocable qui est plus lié à une foi qu'à une pratique de mu'amalat. Et surtout qu'on est dans un contexte, enfin, le contexte des affaires, qui est un ijtihad humain. Il ne faut pas l'oublier.
ce sont des banques islamiques ou participatives ou éthiques, mais issues d'un référentiel islamique, mais qui restent un ijtihad humain. Et demain, on l'a vu en 2008, quand il y a eu quelques défauts ou quelques problèmes par rapport à certains soukouks, certains n'ont pas hésité à dire, voilà, votre système divin qui est islamique, il est comme les autres finalement, il peut échouer et peut avoir les problèmes que rencontrent tous les autres systèmes. Donc je pense qu'il faut faire très attention à ça. Nous partons de notre foi, nous avons des messages qui sont universels et ces messages-là, ils peuvent être utilisés, comme je disais lors d'une intervention, nous sommes là pour une finance qui soit rahmatan lil alamin et pour cela il faut l'ouvrir et ne pas l'enfermer si ce n'est pas nécessaire de la nommer islamique et qu'on peut faire son chemin et surtout exporter, ouvrir cette finance à l'humanité et pas uniquement aux musulmans. Voilà en ce qui nous concerne et en ce qui concerne cette journée. Je remercie à nouveau nos deux panélistes pour ce dernier panel. Encore merci à tout le monde, de nouveau les sponsors, les organisateurs, à vous aussi. Et donc, on me dit qu'on a rendez-vous demain à 9h pour reprendre les travaux. Donc, voilà, j'espère qu'on vous verra aussi nombreux demain matin pour continuer une série de panels tout aussi intéressants et avec des invités et participants et panélistes tout aussi intéressants par rapport à leur intervention. Barakallahu fikum et bonne soirée à tous. Salam alaikum.